Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur BCPST Facile, où on va aborder aujourd'hui le cours de métabolisme du programme de BCPST de première année, et le cours de métabolisme sur les formes d'énergie cellulaire, les aspects énergétiques du métabolisme, parce qu'il y a un deuxième chapitre qui est porté lui sur les transferts de matière. Donc on va étudier ici le métabolisme, qui est pour moi ma partie préférée du programme de BCPST. C'est vraiment ce que j'adore dans la biologie. Mais je sais que c'est une partie qui pose de problèmes à beaucoup de monde. Donc on va essayer de rendre ça clair et efficace aujourd'hui dans une vidéo qui devrait durer autour de 15 minutes. Donc essayez de vous accrocher jusqu'au bout. Le métabolisme, c'est super, vous verrez. Donc on va d'abord étudier aujourd'hui le grand 1 et le grand 2. Le grand 3 sera fait dans une vidéo à part parce que la chaîne respiratoire ou la chaîne photosynthétique, c'est des mécanismes assez complexes qui méritent une vidéo à eux seuls. Donc pour ne pas avoir une vidéo trop longue et ne pas perdre en clarté, ce grand 3 sera dans une vidéo à part. Donc dans un premier temps, on va étudier les formes d'énergie cellulaire, et dans un second temps, la synthèse de ces molécules à haut potentiel énergétique, les différents mécanismes qui sont à l'origine de cette synthèse. Donc, nous pouvons attaquer tout de suite les formes d'énergie cellulaire. Alors, la molécule principale comme forme d'énergie cellulaire dans le monde du vivant, c'est l'ATP. Donc l'ATP, on a ici le schéma, donc l'adénosine triphosphate. On a ici les 3 phosphates et l'adénosine ici. Et ce qui est très important, c'est de savoir le redessiner rapidement pour par exemple une colle ou pour un DS. C'est vraiment une molécule qu'il faut à tout prix savoir dessiner. Et ici, en fait, ces ces atomes d'oxygène qui ont perdu un hydrogène vont entraîner une forte répulsion électrostatique qui va faire que cette molécule, elle est très instable et très sujette à l'hydrolyse. Donc l'hydrolyse, avec un delta Rg négatif, donc à l'origine d'une libération d'énergie. Alors il faut savoir que en temps réel, on n'a que 100 grammes, par exemple chez l'homme, d'ATP dans nos cellules, dans notre corps en entier. On n'a que 100 grammes à un instant T, mais on en consomme 40 kilos par jour. Donc c'est une molécule qui est, dès qu'elle est synthétisée, elle est utilisée par le corps parce qu'on a besoin d'ATP en permanence. Et on en synthétise, tout ce qu'on synthétise est utilisé directement. Donc c'est un turnover très rapide, un renouvellement rapide, mais une utilisation rapide aussi. L'ATP est aussi important de par son potentiel énergétique intermédiaire. Donc l'hydrolyse d'un ATP libère 30,5 kJ par mol. Donc ce potentiel qui est considéré comme intermédiaire peut à la fois participer au catabolisme. Donc cette libération d'énergie peut permettre de réaliser le catabolisme oxydatif dans par exemple la glycolyse ou la respiration. Et c'est aussi une molécule qui est pas trop coûteuse en énergie à synthétiser lors de l'anabolisme parce que c'est intermédiaire quoi. C'est pas comme si on devait synthétiser une molécule qui coûtait entre guillemets 200 kJ d'énergie. On a aussi, comme forme d'énergie cellulaire, dans un second temps, les coenzymes d'oxydoréduction. Donc on peut étudier les réactions d'oxydoréduction au sein de la cellule. Et donc on peut remarquer que par exemple une vache qui va manger de l'herbe va ingérer des longues chaînes carbonées, où le carbone est à l'état réduit, et à la fin elle éructe du CO2 où le carbone est à l'état oxydé. Donc il faut savoir que le passage d'une chaîne carbonée et directement à un carbone oxydé, c'est une réaction qui libère 2870 kJ par mol. Donc c'est une libération d'énergie énorme qui induirait la combustion instantanée de la cellule. Donc on est obligé de passer par des oxydations intermédiaires. C'est là justement où les coenzymes d'oxydoréduction entrent en jeu et vont permettre de passer d'abord à l'état, donc un radical aléatoire, enfin pas aléatoire mais quelconque, avec une fonction alcool, puis une fonction carbonyle, puis une fonction acide carboxylique, et enfin un état oxydé. Donc c'est une oxydation progressive de la matière organique ingérée chez le mammifère, qui est permise par ces coenzymes d'oxydoréduction.
Bon, il faut préciser que ces passages intermédiaires induisent forcément une perte de rendement, parce qu'on n'a pas un rendement total de 2870 kJ de par ces états intermédiaires, mais on a tout de même un rendement qui reste suffisant pour la vie de la cellule. Ces coenzymes d'oxydoréduction, ils vont aussi apporter différents modes de transfert des électrons. Donc j'ai choisi de prendre ici deux coenzymes d'oxydoréduction, ou aussi pouvoir réducteur, c'est un synonyme, qui sont très courants et vous allez retrouver beaucoup dans le programme de BCPST. Donc le FAD, qui est la flavine adénine dinucléotide, donc avec sa demi-équation redox ici, et elle qui est liée à l'enzyme, donc comme étant un coenzyme, elle est forcément liée à une enzyme de base, et comme elle est liée à l'enzyme, elle peut pas diffuser dans la cellule comme bon lui semble. Alors que le NAD+, donc le nicotinamide adénine dinucléotide, a une liaison faible avec son enzyme de base, donc elle peut, elle, diffuser plus que le FAD dans sa cellule. Donc ce qui peut être important lors de cycles à grande échelle de renouvellement de pouvoir réducteur au sein de la cellule. Donc on a ici un exemple à connaître. Donc c'est la première demi-équation du NAD+, et la demi-équation avec le dioxygène, et l'équation globale redox va, ou celle que vous avez ici, est à l'origine d'un delta Rg de moins de 220 kJ par mol. Donc ça montre, donc c'est un delta Rg qui est 4 à 7 fois plus important que celui de l'hydrolyse d'un ATP. Donc ça montre que le pouvoir réducteur, c'est aussi des grandes sources d'énergie cellulaire, et donc qu'on va retrouver au sein de nombreux cycles, comme le cycle de Krebs ou le cycle de Calvin. Ces pouvoirs réducteurs ont toujours un rôle prépondérant dans le métabolisme cellulaire. Les coenzymes d'oxydoréduction ont aussi un rôle dans le transfert des électrons dans les cytochromes. Donc les cytochromes, c'est des chromoprotéines liées avec un ion cuivre de plus ou Fe3+, donc Fer3+, qui vont pouvoir capter un électron et le transmettre de proche en proche dans les cytochromes ou les complexes qu'on verra plus précisément dans la chaîne photosynthétique. Dans un dernier temps, une forme d'énergie cellulaire qui est aussi importante dans la respiration mitochondriale ou dans la chaîne photosynthétique, c'est le gradient transmembranaire. Donc le calcul d'un delta Rg se fait d'abord avec la composante osmotique plus la composante électrique. Donc RT ln de C2 sur C1, donc c'est la concentration dans le compartiment 2 et celle sur celle du compartiment 1. Donc les compartiments 1 et 2, c'est arbitraire de part et d'autre de la membrane. Et ZF delta E, c'est la composante électrique, donc, où F est la constante de Faraday. Donc on a vu ici les trois formes prépondérantes d'énergie cellulaire, qui sont à savoir dans le programme de BCPST. On peut désormais passer au grand 2. Nous allons expliciter désormais la synthèse des molécules à haut potentiel énergétique par conversion énergétique, que j'aurais pu rajouter ici sur ma fiche. Donc dans un premier temps, on va étudier comment on synthétise les pouvoirs réducteurs dans la cellule. Donc on peut prendre en exemple une réaction du cycle de Krebs, où le malate oxydé plus le NAD+ réduit vont donner de l'oxaloacétate plus du NADHH+. Ici, le malate, la réaction exergonique ici, le malate va être réduit en oxaloacétate, et ce couplage va pouvoir permettre la réaction endergonique de l'oxydation du NAD+. Donc c'est ce qu'on appelle un couplage chimio-chimique. Donc lors d'un couplage, on met toujours c'est toujours chimio-chimique ou osmochimique ou osmomécanique, etc. C'est toujours en premier le nom de la réaction exergonique et en deuxième le nom de la réaction endergonique qui est permise grâce à cette réaction exergonique. Donc ici, c'est deux réactions chimiques, donc c'est un couplage chimio-chimique. Donc la synthèse des pouvoirs réducteurs se fait majoritairement lors de la glycolyse ou dans le cycle de Krebs au niveau cellulaire. On peut également synthétiser de l'ATP par transphosphorylation. Donc la synthèse d'ATP, donc c'est le sens inverse en fait de l'hydrolyse. Donc ADP plus PI égale ATP, donc c'est 30,5, contrairement à moins 30,5 lors de l'hydrolyse d'ATP. Et on a un exemple de synthèse d'ATP par transphosphorylation lors de la 10e réaction de la glycolyse,
où le phosphoénolpyruvate mis en contact avec de l'eau peut réagir et donner du pyruvate plus un phosphate inorganique, et le delta Rg de cette réaction est de moins 60 kJ, donc c'est bien une réaction exergonique qui va permettre une réaction endéergonique où le delta Rg est positif. Donc on a une nouvelle fois, vous pouvez le remarquer, un couplage chimio-chimique, donc chimio ici, chimique ici, et le bilan global de cette réaction c'est phosphoénolpyruvate plus de l'ADP donne du pyruvate plus de l'ATP. Donc on a bien synthèse ici d'un ATP par transphosphorylation, donc le groupement phosphate passe du phosphoénolpyruvate à l'ATP. Et dans un dernier temps, le mécanisme principal de synthèse d'ATP en quantité, ça va être la synthèse d'ATP par la conversion d'une force protomotrice. Donc FPM ici c'est protomotrice, donc c'est la force qui est liée au gradient transmembranaire qu'on a vu précédemment. Ça a été mis en évidence par Mitchell que c'était un couplage osmochimique. Donc ici, osmo, donc ça va être la réaction exergonique, donc le gradient de protons à travers la membrane va permettre la synthèse d'ATP, donc c'est ici la réaction chimique endergonique. Et ce couplage osmochimique, il est permis par l'ATP synthase, donc c'est le principal lieu de conversion de cette force protomotrice, qui était découvert par Noji, un scientifique en 1997. Donc ici on a un schéma rapide et un petit peu grossier, on va pas se le cacher, qu'on doit savoir refaire rapidement en col et en DS pour mobiliser nos connaissances et gagner en clarté, parce que c'est important en col et en DS d'avoir toujours de nombreux schémas, donc minimum 1 par sous-partie. Bon, là je sais pas si votre prof fait pareil, mais c'est très important d'avoir beaucoup de schémas pour gagner en précision. Retournons à l'explication du fonctionnement de l'ATP synthase. Donc le passage d'un ion H+, à travers ce stator et ce rotor, donc sous unité F0 et F1, va entraîner une rotation du rotor, donc et être à l'origine de cette réaction en fait que j'aurais pu dessiner ici. Le schéma il est pas complet, il manque cette partie là, hop, que j'aurais dû rajouter ici, pour montrer que le passage d'un H+, induit cette réaction chimique. Donc, pour prendre en exemple l'explication de l'ATP synthase, on va prendre ce schéma-là. Donc, il y existe un nano C, donc dans le stator, qui est lié à une tige gamma, et le passage des protons dans les demi-canaux, en fait, c'est des demi-canaux dans l'anneau C, va induire une rotation de la tige gamma, qui est liée à 3 sous-unités bêta et 3 sous-unités alpha dans le rotor. Et cette rotation de la tige gamma va faire passer les sous-unités alpha et bêta dans différentes conformations. Donc la première conformation, c'est la conformation L, où ces sous-unités vont avoir une forte affinité pour l'ADP, plus PI. Puis cela va passer en conformation F, où on a une forte conformation pour l'ATP. Donc le passage de la conformation L à F va synthétiser de l'ATP. Et enfin, une faible conformation pour l'ATP, donc la O, où l'ATP du coup va partir du site de fixation pour permettre d'en fixer un nouveau. Donc ce fonctionnement, il n'est pas à savoir en détail, je pense. Moi, je l'ai appris parce que j'aime bien, parce que j'adore le métabolisme. Mais il faut savoir que le passage de 3 à 4 protons permet de synthétiser un ATP à travers l'ATP synthase. Donc c'est vraiment résumé de cette manière avec le schéma, mais il manque cette partie ici qu'il faut rajouter pour compléter ce schéma. Donc on arrive à la fin de cette première vidéo sur le métabolisme en BCPST. Donc on a vu, si on revient aux diapositives précédentes, on a vu dans cette vidéo les formes d'énergie cellulaire et la synthèse de ces molécules responsables de l'énergie cellulaire, donc ces molécules à haut potentiel énergétique. Donc on a déjà vu tout ça ensemble. J'espère que c'est clair pour vous. Vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à envoyer un message dans les commentaires, surtout je lis tous les commentaires, c'est important pour moi, donc n'hésitez pas à échanger si vous avez besoin de précision ou pas en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir pour montrer que vous me soutenez. Et voilà, je vous souhaite bon courage pour la suite de votre prépa.